Je voulais en quelques mots d'abord remercier Paysage et les bistrots d'hiver qui ont bien voulu faire étape pour la deuxième fois, seulement la deuxième fois à Saint-Sever. On espère qu'il y aura d'autres fois dans l'avenir. Alors ces bistrots d'hiver m'avaient demandé il y a quelques mois si j'acceptais de choisir le sujet de l'apéro de tchatch. Alors bien sûr j'étais très content. Je l'ai choisi, ou plutôt je l'ai proposé, parce qu'il fallait qu'il encore que ce soit accepté. Et donc, dans le même temps, j'ai pensé au bistrot d'hiver de Boussac l'année dernière. Certains d'entre vous y étaient peut-être. Et à Boussac, on a beaucoup parlé de Pierre Leroux. Pierre Leroux, l'école de Boussac. On a dit aussi l'inventeur du socialisme, le trait peut-être un peu forcé, en tout cas, Pierre Leroux à Boussac, et Georges Sand a une encablure de Pierre Leroux à Nohant. Et donc, dans le même temps, j'ai pensé qu'à Nohant, au grenier littéraire, il y a quelque temps, s'est tenue une petite séance de textes croisés entre Louise Michel, imaginez-vous, et Georges Sand. Certes, je dirais à fleuret moucheté. Quoi qu'il en soit, ça a eu lieu quand même. Et à partir de là, bien sûr, Louise Michel, Georges Sand, inutile de vous dire que c'était sur la Commune de Paris. De là, mon cerveau a retravaillé un tout petit peu, bien qu'étant âgé, et j'ai pensé qu'on pouvait peut-être faire quelque chose à Saint-Sever sur la Commune de Paris 1871. Et alors là, j'ai trouvé le spécialiste, mon ami Jean Hannequin, historien, chercheur, coprésident des Amis de la Commune de Paris, qui va vous en parler à l'instant même. Merci Robert, merci de votre présence aujourd'hui. Je voudrais d'abord saluer l'association Paysage et puis Robert pour l'invitation qui a été faite aujourd'hui. Et puis souligner toute l'originalité de la démarche de l'association Paysage et des bistrots d'hiver. C'est vraiment très original, on n'a pas du tout la même chose dans l'Indre. En mélangeant l'histoire, la convivialité, la musique, c'est vraiment quelque chose. Et faire vivre aussi les petites communes rurales qui sont notre démocratie de proximité. Donc je suis coprésident des Amis de la Commune du comité Berrichon. Michel Pinglot, notre ami, est coprésident pour le Cher. Et nous avons la présence de Jean-Marie aussi, qui est le vice-président de notre comité, chargé de la communication, et qui a sorti il y a quelque temps une biographie remarquable sur Édouard Vaillant. Le délégué à la Commune de Paris pour l'enseignement, qui a été primé au Salon de Saint-Amand, il me semble, et qui, je vous invite vraiment à compulser, parce que c'est un historien local, vierzonais, qui a fait un travail extraordinaire sur la vie d'Édouard Vaillant. Je salue aussi Bernard Bondieu, qui est et Joël Paquero, du comité creusois, président du comité creusois de la Commune de Paris. José, ouais. Il y a le 6 mai dernier, j'ai fait une conférence ici dans le cadre de mes recherches depuis plus de 2 ans sur les natifs et natifs de l'Inde qui ont participé à la Commune de Paris et les événements qui sont passés dans la province. J'ai fait une conférence à Saint-Sever qui était essentiellement locale et j'étais très frustré parce que je n'ai pu, dans ces conférences tournantes, je ne peux qu'évoquer que très partiellement, très peu l'histoire de la commune elle-même et son œuvre. Cette invitation aujourd'hui tombe à point, ça me permet de faire ce deuxième volet indispensable, tout en sachant que ça va être aussi à nouveau aujourd'hui survolé, parce que c'est tellement gigantesque qu'il faudrait une dizaine de conférences pour tout raconter l'histoire de la commune. Je vais décliner mon intervention à partir du titre qui a été donné à l'intervention. C'est une histoire populaire et locale, démocratique et sociale. Donc histoire, un court moment d'histoire de la commune, le moment historique qui est indispensable à se rappeler. Ensuite développer le mot populaire, pourquoi elle était populaire, pourquoi elle était locale, pourquoi elle était démocratique et pourquoi elle a été sociale et pourquoi elle est aussi actuelle et moderne aujourd'hui.
Donc le moment historique, on va essayer de faire ça en un temps un peu plus court que les autres volets. Le 19e siècle a été le siècle des convulsions révolutionnaires et des instabilités institutionnelles. Entre l'Ancien Régime, la Première République, le Consulat, le Premier Empire, la restauration monarchique avec Louis XVIII et Charles X, une restauration de droit divin, monarchie de droit divin. La monarchie constitutionnelle parlementaire de Louis-Philippe. La Deuxième République de 1848, le Second Empire de 1851-52, 1870, la chute de l'Empire, le moment commune, très bref, 72 jours, et l'installation de la Troisième République. Sur ce temps-là, s'est déroulé plusieurs convulsions révolutionnaires qui expliquent ces régimes successifs. Entre la Grande Révolution, la Restauration, la Révolution de 1830, qui chasse la monarchie de droit divin, la Révolution de 1848, qui chasse la monarchie constitutionnelle, et le coup d'État de Napoléon III, qui provoque donc le Second Empire. Durant tout ce siècle, 19e siècle, c'est une lutte perpétuelle de la pensée républicaine sous la forme d'une république clandestine qui va évoluer de 1815 à 1848 dans la clandestinité, puis de 1851-52 à 1870 dans la clandestinité. Une lutte politique par les élites politiques pour un régime de liberté, mais aussi une lutte sociale. Le 19e siècle, c'est le siècle de la grande question sociale, les producteurs, les ouvriers, les prolétaires, les futurs prolétaires qui sont totalement ignorés, qui ne font pas partie de la nation, ils sont exclus de la nation en tant que citoyens et en tant qu'individus, mettent au centre de la pensée de l'époque le côté social. Et quand on parlait de Pierre Leroux, c'est le moment de sous ces penseurs utopiques, on a parlé d'utopiques, Saint-Simon, Leroux, Cabet, Fourier, qui vont faire avancer les idées socialistes dans un premier temps. Pour comprendre la Commune, il faut donc bien avoir en tête l'histoire de 1830, surtout l'histoire de 1848, parce que la Commune va porter essentiellement en très grande partie les idées qui ont été développées en 1848, qui n'ont pas pu se mettre en place à cause de la répression de juin 1848. La Commune, c'est le seul moment dans le XIXe siècle où il y a véritablement une prise de pouvoir populaire. Un gouvernement où il y aura, j'en parlerai tout à l'heure, une trentaine d'ouvriers dans le Conseil général de la Commune. Ce qui explique aujourd'hui l'occultation de cette période. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une grande peur des possédants, des privilégiés, des propriétaires, de la remise en cause du système inégalitaire qui existait au niveau de l'égalité sociale qui n'avait jamais pu aboutir. La grande peur des possédants. Et la deuxième chose, c'est la grande peur des possédants aussi de voir des ouvriers, des prolétaires, des gens du peuple pouvaient gouverner un pays ou une république ou une capitale. Ce qui explique l'occultation de la Commune dans les programmes scolaires ou dans les souvenirs, dans la mémorielle aujourd'hui existante. Alors le mot commune, il vient essentiellement de deux origines. D'abord, il y a un rapport commune, c'est liberté. Les communes médiévales du Moyen-Âge qui sont très intéressantes à étudier, puisque à l'époque, la bourgeoisie se battait pour obtenir des franchises municipales données par les seigneurs. Et puis bien sûr la commune révolutionnaire de 1792, au moment où la France a été envahie par les monarchies extérieures, une commune parisienne s'est mise en place, la commune de l'an 2, qui avait à la fois un pouvoir révolutionnaire et un pouvoir social. Donc ces références vont rester permanentes durant la Commune de Paris, puisqu'il y a un courant qui sera un courant néo-jacobin, qui sera en harmonie avec cette pensée de 1793 et 92 et 93. Le Second Empire, on va démarrer par rapport au Second Empire. Donc on a la Révolution de 1848 qui est écrasée dans le sang, puisque les ouvriers qui désiraient l'égalité sociale, c'était l'époque du droit du travail, le droit au travail, l'égalité sociale, sont écrasés dans le sang en juin 1848, ce qui va creuser en 1848 le fossé gigantesque entre la bourgeoisie et le peuple, les classes populaires, qu'on va retrouver au moment de 1871. Le Second Empire voit deux choses au niveau de la classe ouvrière. D'abord, l'éclosion de la classe ouvrière, un début de prise de conscience de la notion de classe ouvrière, petit à petit. Je parle pour les grandes villes. La grande différence, c'est que Paris est une capitale politisée, la capitale des révolutions. Il faudra bien faire tout au long de mon intervention la différence avec les villes de province et la campagne rurale profonde, comme dans les départements enclavés comme l'Indre par exemple. C'est la naissance de la classe ouvrière, l'éclosion de la classe ouvrière.
par la révolution industrielle qui provoque les premières concentrations ouvrières sur les grandes villes minières et les grandes villes principales comme Paris. L'immigration aussi, dont je reparlerai tout à l'heure, l'immigration durant tout le Second Empire des ruraux vers la ville pour le travail, mais aussi pour des causes de surpopulation et de misère terrible dans les campagnes. Et la deuxième chose, c'est la naissance du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, c'est l'organisation du mouvement ouvrier. Alors ça démarre tout simplement dans les années 1820-1830, c'est la mise en place des premières caisses de secours, les premières sociétés fraternelles, les premières caisses de secours mutuelles qui sont chapeautées par les patrons et par l'État. Et petit à petit, les ouvriers vont essayer de se défaire de ce système de chaperonnage pour s'approprier les caisses de secours, les secours mutuels qui au départ étaient faites pour pallier en cas de maladie, en cas d'accident, pour les diriger vers des associations carrément de résistance. Et c'est ces associations de résistance qui vont petit à petit s'organiser et qui vont créer les premières chambres syndicales qui vont être tolérées par le Second Empire juste avant sa chute entre 1860 et 1870 et qui sont les ancêtres des syndicats d'aujourd'hui. Les chambres syndicales sont tolérées à partir de 1870. S'organisent en 1864 les ouvriers sur le plan international avec la création de l'Association internationale des travailleurs, sous la férule de Karl Marx particulièrement en tant qu'intellectuel, qui réunit toutes les associations ouvrières qualifiées de tous les pays d'Europe. L'Empire va très mal, Napoléon III essaye de se rapprocher du monde ouvrier, il les aide même pour envoyer une délégation à Londres. Ce monde ouvrier bouge, l'empereur autorise les grèves, le droit de coalition est reconnu en 1864 avec beaucoup de restrictions, mais ça va accélérer l'agitation du monde ouvrier entre 1864 et 1870. Plus l'ouverture à des réunions publiques. L'Empire est très chancelant, l'empereur autorise aussi les réunions publiques, et ces réunions publiques sont très intéressantes, très importantes, parce qu'elles vont se dérouler entre 1868 et 1870, particulièrement à Paris, et c'est là que va foisonner tout un tas d'idées, reprises de celles de 1948, et qui vont ressortir au moment de la Commune de Paris, au niveau de l'éducation, au niveau de la laïcité, au niveau de la démocratie. L'Empire va très mal. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on déclenche une guerre en général. Tous les régimes autoritaires, dictatoriaux provoquent une guerre pour essayer d'affermir le système chancelant. Cette guerre contre la Prusse est déclarée le 19 juillet 1870. Elle est perdue le 4 septembre 1870. L'empereur est fait prisonnier. Et aussitôt se met en place un gouvernement dit de défense nationale, composé de républicains modérés qui avaient lutté certes contre l'Empire à la fin de sa durée, mais qui n'avaient pas du tout de projet, de dimension sociale dans leur parcours. Les monarchistes sont à la guet, et ce gouvernement de défense nationale, dans un Paris qui est encerclé, la population va vivre de septembre jusqu'à janvier dans des conditions effroyables dans Paris. On a tous vu ça dans les livres d'histoire, les animaux du zoo de Vincennes qui étaient, Jardin des Plantes qui étaient mangés, hein. Mais ce gouvernement de défense nationale n'a qu'une seule grande peur, c'est la révolution sociale qui cogite dans les couches populaires parisiennes. Et la seule objectif, c'est de faire la paix à tout prix. Donc ils vont négocier en catimini avec Bismarck, en envoyant comme éclaireur le caméléon de la politique, c'est-à-dire Adolphe Thiers, qui a traversé tous les régimes et qui réapparaît à ce moment-là. Alors que Paris est encerclé, que la garde nationale, la milice populaire est ouverte aux bataillons populaires parce que le peuple demande des armes, cette garde nationale est envoyée par le général Trochu, qui est le gouverneur de Paris, au massacre dans des sorties qui font mourir des milliers de gardes nationaux en pâture. Hein. Ça fait penser beaucoup à la guerre de 14-18. Et l'armistice est signé contre le gré des Parisiens le 28 janvier 1871, après un simulacre de défense à Paris, et après une agitation en province qui fait que dans beaucoup de villes, on le retrouve dans l'Inde, sur Châteauroux, sur la Châtre, l'organisation, la mise en place d'une garde nationale, mais qui n'aura même pas eu le temps de s'habiller ni de s'équiper, vu l'armistice qui est signé. Alors au même moment, au mois de septembre 70, deux villes bougent en même temps, en province, c'est Lyon et Marseille, les villes du Sud, on va les retrouver tout à l'heure. Pourquoi les villes du Sud? Parce que c'est des villes très indépendantes. De tout temps, le sud de la France a été très indépendant par rapport au pouvoir central. On l'a vu au Moyen-Âge avec les consulats. Ces communes, déjà à Lyon et à Marseille, ne vont pas durer, mais il y a déjà un mouvement provincial qui est très patriotique. Le gouvernement de Thiers signe des préliminaires de paix le 26 février par l'Assemblée nationale. Alors cette Assemblée nationale, elle est voulue par les Prussiens. Elle est élue le 8 février alors que la France est occupée complètement,
42 départements sont occupés. Et, comme il était prévisible, c'est une assemblée monarchiste, légitimiste, bonapartiste même, qui s'installe en février à Versailles, puisque Thiers décide de ramener le gouvernement qui avait fui à Bordeaux à Versailles, ayant peur de Paris, en laissant les ministères du gouvernement de défense nationale à Paris. Monarchiste, on voit bien dans l'Inde, par exemple dans l'Inde, c'est Auguste Balsan, le fils de Pierre Balsan, de la grande manufacture des draps de Châteauroux, qui est élu député à la législative. On arrive tout doucement à la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est un événement majeur, c'est le 18 mars. Le 18 mars, on l'a en tête, c'est cette nuit du 17 au 18 mars où Thiers de Versailles ordonne aux généraux de récupérer des canons qui ont été parqués à Belleville, au but de Chaumont, au parc polonais de Montmartre, à l'époque. Des canons qui avaient été payés par les Parisiens par souscription et qui n'avaient pas été utilisés pendant le siège par l'incurie du gouvernement de défense nationale qui avait tout fait pour freiner les ardeurs et la désorganisation. Tant au niveau du ravitaillement, puisqu'on a vu que dès que l'armistice a été signé le 28 janvier 1871, tous les restaurants parisiens ont ouvert et ont servi des plats raffinés à tout va, sortant des réserves, des choses qui avaient été cachées pendant très longtemps. Donc le 18 mars, c'est cette reprise des canons. Cette reprise des canons, elle avorte complètement. Alors, elle avorte, est-ce que c'était provoqué ou pas? On peut se demander, puisque si les attelages sont bien amenés pour récupérer les canons, il n'y a pas les chevaux. Donc on peut se demander s'il n'y avait pas une provocation de Thiers. Qu'est-ce qui se passe au matin du 18 mars? Eh bien, le tocsin sonne à 6 h du matin. À Montmartre, les femmes sortent sur les paliers, Louise Michel, la première, et demande aux soldats qui veulent récupérer les canons de lever la crosse en l'air et de fraterniser. Ce qui va se faire, ces soldats-là se sentent proches à ce moment-là des gens du peuple et vont fraterniser. La plupart vont payer très cher cette fraternisation en étant fusillés immédiatement ou en étant déportés en Algérie. Et c'était un réflexe parisien. Alors, c'est un réflexe parisien sur 4 types. C'est un réflexe patriotique. Les Parisiens refusent la défaite et voudraient continuer la guerre. C'est un réflexe républicain. Ça, il est très important parce que les communards sont d'abord et avant tout républicains. Puisque là, aucune certitude n'est donnée sur le futur régime qui va être donné à la France. Si la Troisième République a été proclamée, si la République a été proclamée le 4 septembre, rien n'a été écrit, rien n'a été signé pour indiquer que c'était institutionnalisé. Et donc, dans les papiers de Thiers, il y a toujours à l'Assemblée nationale qui est monarchiste la possibilité de restaurer soit le descendant de Charles X, soit le descendant de Louis XVIII, voire un parent de Napoléon III. Donc, réflexe patriotique, réflexe républicain, réflexe de liberté municipale. Paris est depuis la nuit des temps sous la tutelle du préfet de la Seine et du préfet de police. N'a aucune liberté municipale comme les autres villes de province. Et il réclame donc ses franchises qu'il n'obtient toujours pas. Et la dernière chose, c'est la réflexe de révolution sociale. Le but, c'est de faire cette révolution sociale qui a avorté en 1848, l'égalité sociale, la parole aux producteurs, la place des producteurs dans la nation. Suite au 18 mars, le pouvoir passe donc aux mains du peuple. Le rôle des femmes va être essentiel, on l'a vu pour le 18 mars, et dans un premier temps, il va passer au sein de la garde nationale. La garde nationale, c'est cette milice populaire, ouverte aux bataillons populaires, 240 bataillons, plus de 300 000 hommes. Et c'est le comité central de la garde nationale qui s'est fédéré, il n'y a que quelques bataillons bourgeois qui ont refusé de se fédérer, qui prend le pouvoir pendant une semaine du 18 mars au 26 mars, et qui remet en place l'organisation de la ville de Paris. Donc dans ce conseil de la commune, plus d'une trentaine d'ouvriers. Dans chaque arrondissement, 4 ou 5 élus. Le premier qui arrive en tête au nom des voix devient maire de l'arrondissement. Ce conseil de la commune fonctionne à coup de délégués et non pas de ministres. Le ministre, ça veut dire serviteur. Donc ils sont délégués et non pas serviteurs. Ils ont des devoirs pour répondre aux droits des citoyens. Alors Paris croit qu'il va avoir affaire à une révolution pacifique. Il pense qu'il se bat pour ses libertés municipales, pour un peu plus d'égalité, et il pense que Versailles ne va pas bouger. L'armée versaillaise a fui vers Versailles, les ministères fuient vers Versailles, les bourgeois ont fui depuis longtemps durant tout le temps du siège, mais bien entendu, quand des dominants perdent leurs privilèges,
eh bien automatiquement il y a réaction très violente, et c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai hier, et ça sera vrai demain encore. Hein. On ne perd pas des privilèges par plaisir et sans réagir. Donc du 28 mars au 30 avril, il va y avoir à la fois la guerre civile. Versailles déclenche la guerre civile dès le 2 avril en bombardant près du Mont Valérien au pont de Courbevoie. Et la Commune de Paris ne réagit pas tout de suite, ce sont la garde nationale qui va réagir en lançant une avancée vers Versailles, une avancée qui va échouer lamentablement, mal organisée. Les femmes vont être au premier plan aussi, veulent marcher sur Versailles. Et pendant donc tout ce mois-là, ça sera des bombardements continuels de la ville de Paris. Et pendant ce temps, l'œuvre de Paris qui va se mettre en place, que nous allons évoquer. Il faut savoir que Thiers était poussé aussi par les gros propriétaires, les gros bourgeois. Toute l'activité industrielle et commerciale de Paris s'était arrêtée. Et il a sacrifié quelque part la petite bourgeoisie parisienne, boutiquière, artisanale, en refusant de proroger les échéances. Donc ils avaient des dettes multiples. Et en refusant de proroger les échéances pour les locataires qui devaient payer les locataires. Donc la petite bourgeoisie parisienne, dans un premier temps, c'est celle qui bascule à gauche ou à droite hein, dans toutes les révolutions, elle a basculé vers la Commune dans un premier temps sur la provocation de Thiers. Au même moment se passe en province 7 ou 8 communes de province, dans les villes du Sud, Narbonne, Toulouse, Ville-Minière, Saint-Étienne, Le Creusot, Marseille, Lyon à nouveau, qui vont toutes échouer. On en reparlera tout à l'heure, tout échoué parce que les villes de province n'ont pas du tout la même politisation que Paris, n'ont pas la question ouvrière qui est centrale à Paris de la même façon qu'ici. La question ouvrière n'existe pas en province. Et le républicanisme de province était un républicanisme de l'égalité qui, dans l'Assemblée nationale de Versailles, reconnaissait une certaine égalité. On arrive du 21 au 28 mai, ce qu'on appelait la semaine sanglante, c'est-à-dire la réappropriation de l'espace parisien par Versailles. Versailles va s'appuyer sur les soldats, les prisonniers de guerre libérés par Bismarck, avec un accord avec les Prussiens. Cette armée versaillaise va se concentrer tout le mois d'avril et ils vont l'éloigner de toutes les zones turbulentes de pensée. Ils vont mobiliser des Bretons qui ne parlent pas du tout français, qui ne comprennent pas du tout beaucoup de ruraux à qui on fait peur, la peur des rouges. Hein. Et de 21 au 28 mai, c'est la reprise de Paris d'arrondissement en arrondissement par les troupes versaillaises. Au bout du compte, 15, 20 000, 30 000 exécutions sommaires d'une semaine sanglante de la part des Versaillais, des ouvriers, des anonymes, 4 000 déportations, 4 000 proscrits, 36 000 arrestations dont on va reparler, et une chape de plomb qui va se mettre sur cette période-là. La République ne sera institutionnalisée qu'en 1875 avec l'amendement Vallon, mais quelque part, les communards ont réussi à affirmer cette République qui, on va le voir tout à l'heure, qui n'est pas du tout celle qu'ils pensaient, mais c'est un système républicain. L'amnistie ne viendra qu'en 1880, c'est une amnistie et non pas... C'est un oubli, l'amnistie c'est un oubli. C'est pour ça que les Amis de la Commune se battent et ont obtenu il y a quelque temps une résolution qui réhabilite les communards et la Commune de Paris. Voilà les grandes lignes de cette Commune de Paris qui était un rêve, une utopie. Alors, pour terminer, la Commune de Paris était traversée par différents courants politiques. Les partis politiques n'existaient pas, il n'y avait pas de direction politique. Il y avait ce qu'on appelait des néo-jacobins qui faisaient des références à la révolution de 1793. Il y avait des blanquistes, dont leur chef Auguste de Blanqui, enfermé pendant 37 ans, était plus proche du comportement du parti bolchevique avec l'histoire d'une avant-garde éclairée qui pousserait, qui ferait basculer les révolutions. Il y avait les internationalistes de l'AIT, de l'association ouvrière, entre ceux qui étaient proudhoniens, fidèles à l'association ouvrière sans politique, sans État, et ceux qui étaient plus collectivistes, hein, qui demandaient déjà la remise en cause de la propriété collective. Des anarchistes aussi, on l'oublie souvent, le courant anarchiste était très présent dans la Commune de Paris, dans les bases populaires. C'était un carrefour aussi du travail. On est en train de basculer entre le petit artisanat et les boutiques au monde des premières concentrations ouvrières, dans les grandes villes. Et puis c'est aussi le problème du suffrage universel, qui est toujours vrai aujourd'hui. À partir du moment où il y a le suffrage universel, après la Commune, on est rentré dans un jeu parlementaire.
On partait du principe que s'il y a le suffrage universel, il n'y a plus de raison de faire des révolutions et d'aller dans la rue pour protester, puisque par le suffrage, on devrait théoriquement pouvoir changer les choses. Et puis 1871 était en avance par rapport à ce qui s'était fait en 1848-1893. C'était vraiment la demande d'égalité sociale qui était au-delà de ce que voulait la province, ou ce que pensait la province. J'en arrive au mot populaire. Pourquoi populaire la Commune de Paris ? Il y a eu une déclaration qui a été faite durant la Commune, c'est la déclaration au peuple français. Alors la Commune fonctionnait beaucoup par affiche, hein, pour informer. Dans cette déclaration du peuple français, tout le testament de la Commune est marqué. La Commune voulait les franchises municipales, voulait, au niveau organisation du pays, la fédération des communes, l'autonomie complète des communes, qui se fédéraient à la base pour créer à la haut une délégation nationale qui n'avait en charge que les problèmes nationaux. Et la Commune avait donc d'énormes pouvoirs. Cette déclaration, on en reparlera tout à l'heure. Donc pourquoi populaire ? Alors cette révolution est populaire, mais c'est une révolution populaire urbaine, parce qu'il y a un élément essentiel populaire qui n'a pas fait cette révolution, ce sont toutes les masses laborieuses des campagnes. Les journaliers qui étaient des milliers, les journaliers agricoles, les petits propriétaires qui vivaient dans une grande misère sur des petites parcelles, avec des écarts importants entre chaque département. Donc la Commune n'a pas réussi à faire le lien avec cette campagne, on en reparlera tout à l'heure aussi, ça a été une des raisons de son échec. Alors, par rapport à la classification de cette... Pourquoi populaire? Parce qu'il y a eu 36 309 arrestations, plus de 34 000 hommes, 800 femmes environ, plus de 500 enfants, des enfants très jeunes. Et cette révolution est populaire par l'analyse qui a été faite, non pas par le général Appert. Le général Appert, c'était le général qui a fait un énorme rapport sur la Commune de Paris juste après la Commune, mais qui a voulu mettre en évidence que les communards étaient tous des brigands et des bandits, et que les communardes étaient toutes des prostituées. Des historiens sérieux, comme Jacques Rougerie, a fait un énorme travail de recherche sur les archives, et a établi qu'au contraire, cette commune était bien un mouvement ouvrier, de communards qui étaient tous salariés, la plupart, et que le pourcentage de prostituées était aussi faible que de n'importe quel mouvement ou manifestation. Dans la classification professionnelle, on retrouve plus de 5000 ouvriers du bâtiment, 10%, plus de 5000 journaliers urbains, 20%, plus de 4000 ouvriers du métal, 8%. Les métals, c'est les nouveaux métiers, hein, donc ça fait 38% déjà, c'est une classe populaire très marquée. On retrouve à plus de 2500 des ouvriers du bois, des ouvriers d'art, c'est très, très important, les ouvriers d'art, ce sont les métiers qualifiés, ça. Hein. À plus de 1000 des ouvriers du livre, les typographes, et là aussi c'est un métier très qualifié, les typographes qui ont énormément combattu sur les barricades. On trouve aussi, différemment à 1848, des employés, les premiers cols blancs. Ils étaient à plus de 8% présents. Et ça indique aussi une évolution de l'adhésion à un mouvement. On retrouve aussi des petits commerçants, des professions libérales, beaucoup de domestiques qui n'avaient aucun droit, des concierges, des rentiers, et on retrouve 398 agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement déracinés de la campagne rurale et qui sont venus à Paris combattre au sein de la commune. Donc tout indique que c'était bien une révolution populaire dans la composition sociale et professionnelle de ceux qui ont participé à cette commune, avec un mélange des vieux métiers et des nouveaux métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les vieux métiers du livre, du bois, de l'art, de la chaussure, les cordonniers, eh bien, on les retrouve, ces communards, très souvent officiers ou sous-officiers dans la garde nationale. C'est eux qui encadraient les gardes nationaux dans lesquels il y avait plus ces ouvriers non qualifiés. Alors, les ouvriers du bâtiment sont en nombre, en très grand nombre. L'âge moyen est entre 21 et 40 ans, 21 ou 30 ans. Alors, si on reprend les femmes, là aussi, un travail a été fait par M. Métron, qui a fait le dictionnaire du mouvement ouvrier français. Il a fait une analyse comparative. Et dans l'analyse qu'il a faite, il a retrouvé à plus de 82% des femmes des milieux populaires. Il a retrouvé des couturières, des blanchisseuses, des journalières, des concierges, des cuisinières, des lingères, des logeuses, des culottières, des passementières, des chiffonnières, des confectionneuses, des marchandes de légumes, des piqueuses de bottines et un certain nombre de professions diverses. Et donc, loin de cette prostitution qui était mise en avant. Si on compare un petit peu avec un département rural comme l'Inde, puisque je travaille dessus depuis 2 ans, eh bien, on a les mêmes caractéristiques
caractéristique, à la différence près, c'est qu'on n'a pas ce nombre d'ouvriers qualifiés comme à Paris. C'est-à-dire qu'on retrouve sur 400 à 500 natifs de l'Indre, le nombre est en train d'être affiné, on retrouve près de 50% de maçons ou apparentés, scieurs de pierre, poseurs de pierre, etc. On retrouve beaucoup de journaliers, un certain nombre d'employés, ce qui est très important pour un département aussi rural que l'Inde, mais beaucoup moins qu'à Paris, bien sûr, des menuisiers, des cordonniers, des terrassiers, des forgerons, des tonneliers, des charpentiers, des boulangers, des peintres, des merciers, des mégissiers, beaucoup moins d'ouvriers du livre, il n'y en avait que 4, beaucoup moins d'ouvriers de travaux d'art. Mais il y a la même sensibilité populaire qui en découle. 1725 étrangers ont été arrêtés durant la Commune de Paris. Il y en avait à peu près 2000 qui ont combattu sur les barricades. Mais dans les 1725, il n'y avait pas forcément... tous n'étaient pas combattants de la Commune. Mais il y avait une telle xénophobie à l'époque, une telle haine déjà que les Versaillais ont tout arrêté. C'était considéré comme des barbares. En sachant que beaucoup d'étrangers étaient déjà sur Paris en 1870, hein, beaucoup d'Allemands. Hein. Alors, quelles sont les nationalités qu'on trouve en priorité? Eh bien, les nationalités proches, hein, les Belges. Le premier rang, c'est les Belges. Pourquoi les Belges? Parce que la France a participé, les Français, l'État français et le gouvernement français a participé à la libération de la Belgique en 1830. De nombreux Belges. On a fait un voyage très récemment avec les amis de la Commune en Belgique. Les traces des communards en Belgique, ce sont gigantesques. Hein. C'est vraiment, il y en a partout, sur tous les endroits de Bruxelles. Les Polonais. Alors pourquoi les Polonais? Parce que la Pologne avait été rayée de la carte depuis 1792, partagée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et il y a eu des insurrections ponctuelles en Pologne, 1830, 1832, 1863. De nombreux poètes se sont réfugiés en France, comme Mickiewicz. Et puis beaucoup de militaires polonais. Tous les généraux de la Commune étaient polonais. Dombrowski, Wróblewski. À Vierzon, on avait la famille Okolowicz. Ils étaient 8 au moins. Hein. Il y en avait 7 qui étaient communards, 1 qui était versaillais. Hein. Cipriani, des Italiens, autour de Garibaldi, qui avait été élu député le 8 février 1871, qui a été vomi par les députés monarchistes sur les rangs de l'Assemblée et qui est sorti aussitôt, ce qui a provoqué la démission instantanée de Victor Hugo de l'Assemblée nationale en soutien à Garibaldi. Hein. Et des Allemands, beaucoup d'Allemands. Alors on peut relever aussi, comme composante sociale, beaucoup d'ouvriers qualifiés. On va en trouver 2 qui ont des responsabilités très importantes au niveau de la commune. Léo Frankel, qui va être ouvrier joaillier, Albert Tess, qui va être ciseleur en bronze. Des intellectuels russes, beaucoup de femmes russes. Elisabeth Dmitriev, 20 ans, très jolie femme. Anna Jacquelard, la femme de Jacquelard, un grand scientifique. Paul Mig, une polonaise, c'était des femmes russes de la noblesse. Elles avaient interdiction en Russie d'aller à l'université. Elles faisaient des mariages blancs. Elles venaient en Suisse, elles se réfugiaient en Suisse et là, elles rencontraient toute l'émergence du mouvement socialiste. Et puis, beaucoup d'indépendants. On a par exemple à Bouche Salvador Daniel, qui était espagnol, un grand musicien. Ensuite, une histoire locale. Alors, locale, c'est essentiellement de par l'origine des communards et communardes. On va voir que par rapport aux événements locaux, la province était très en retrait par rapport à Paris. On a déjà donné quelques explications tout à l'heure. C'est-à-dire que plus des 2 tiers des communards arrêtés sont d'origine provinciale. 26 283 sur les 36 309. Alors c'est une constante de toutes les émotions populaires. Depuis la Grande Révolution, Paris a accueilli beaucoup de migrants. Il y en a eu plus en 1848. Pourquoi? Parce qu'en 1971, il y en avait déjà beaucoup qui étaient assimilés, comme les ouvriers du livre étaient déjà très assimilés. Alors, un clin d'œil à la Creuse, hein, le travail qui a été fait par Général Appert, et aussi le remarquable livre de Stéphane Traillot sur les oubliés du Limousin. Hein. Général Appert retrouve 1399 Limousins qui ont participé à la Commune de Paris, dont 953 Creusois. Le chiffre un peu plus important pour Stéphane Traillot, 1531, et dans les 1531, il y avait 75% qui étaient ouvriers du bâtiment, ces fameux maçons. On en revient à la migration. Il y a eu à peu près 71 000 départs par an de la province vers Paris entre 1851 et 1871. Alors on pense bien sûr aux migrants, les maçons, mais les maçons ils immigraient depuis le XIIIe au XIVe siècle. Je vous renvoie au livre remarquable de Jean Chatelus,
sur les communards maçons du nord de la Creuse, du nord de la Haute-Vienne et du sud de l'Indre. Un livre remarquable qui fait un travail de fourmi sur la présence des maçons dans leur lieu d'origine et à Paris, et qui sert de repère, parce que les natifs et natives qui n'étaient pas maçons, eh bien, à Paris, on se réunissait par pays, hein, pays, c'est-à-dire par le village. Et les lieux d'habitation des maçons sont les lieux d'habitation des cordonniers, des menuisiers qui ont participé à la Commune de Paris. Donc les maçons étaient double métier, hein, de mars à novembre ils étaient à Paris, et puis de novembre à mars ils revenaient chez eux, travailler un petit peu au champ, puis aider au pays. Et puis l'autre phénomène de migration, c'était la surpopulation de certains départements. Moi j'ai travaillé donc sur l'Indre, et sur une famille particulièrement, c'est la famille de Marie Mercier, qui était une famille de 9 enfants, et qui est une des égéries de Victor Hugo, pas très connue, mais Victor Hugo en parle dans Choses vues à plusieurs reprises. Hein. Famille de 9 enfants, hein, une mortalité, il y avait 4, ils étaient 13, 4 ont décédé en bas âge à l'époque. Ben, il fallait trouver du travail, les femmes étaient rejetées très souvent du travail, alors elles ne voulaient pas finir dans la misère ou dans la dépendance forcément, alors il y a aussi des femmes qui sont parties à Paris par choix personnel, et puis à Paris il y avait toute la grande bourgeoisie qui accueillait à bras ouverts ces domestiques qui ne coûtaient pas grand chose, ou les premières concentrations ouvrières pour les femmes et les enfants, qui étaient payés moitié moins cher que les hommes, et les enfants pratiquement pas, qui travaillaient dès l'âge de 12 ans. Dans l'Indre, il y a 70 communes où on a des natifs, hein, plus de 70 communes, hein, ça fait 30% quand même. On a vu à peu près 400 à 500 natifs, il y a un nombre au départ qui était de 459, mais on se rend compte que les historiens n'ont pas... Il y a un travail fou qui a été fait, les archives de la Creuse bénéficient d'un fonds remarquable, hein, mais après il faut vérifier date par date, lieu de naissance par lieu de naissance, donc il y a des doublons, il y a des gens qui ne sont pas du bon département, mais à côté de ça, il faut savoir aussi qu'il y a quantité, on se base que sur ceux qui ont été arrêtés. Quantité ont été exécutés sans être arrêtés, mis dans des fosses communes, enfouis à la chaux. Hein. Pendant tout le mois de juin 1971, il y a eu des fusillades. Hein. D'autres sont partis en exil, ne sont jamais revenus. Et très souvent, les communards, il n'y a que 4 communards de l'Indre qui sont revenus en province. Pourquoi? Parce que les communards, après la commune, étaient considérés comme des pestiférés, des mauvaises gens, de mauvaise vie. Ils avaient fait de mauvaises choses. Et donc ne pouvaient pas revenir dans leur province d'origine avec la chape de plomb qui s'est mise dessus. Un petit mot sur l'histoire locale au temps de la commune. Les événements locaux ne sont pas très importants. Il faut bien apprécier 6 situations dans la France de l'époque. Paris, la ville ouvrière, la ville politisée, avec un mouvement communard social très important. Et là, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques de la démarche communaliste ou communarde. Deuxième échelon à cette époque-là, c'est les grandes villes de province comme Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Il y a des républicains, cités indépendantes, où il y a une démarche. C'est là qu'on va trouver les communes importantes qui vont durer quelques jours. Hein. Troisième niveau, c'est les villes minières comme le Creusot et Saint-Étienne. On va trouver des revendications essentiellement ouvrières, mais pas forcément une démarche républicaine et sociale complète. Le quatrième niveau, c'est les villes de province ou les départements de province à histoire nationale. Alors on prend l'exemple par exemple de la Nièvre, du sud-est du Massif central, du sud de la France. Pourquoi? Parce que c'est des régions qui ont toujours bougé. Elles ont bougé en 1851 au moment du coup d'État. Elles ont bougé de tout temps. Elles étaient aussi servies, la Nièvre, par les couloirs de communication, par les cours d'eau qui apportaient les nouvelles de Paris. Et ça c'est très important. Les départements enclavés comme l'Indre ou même la Creuse n'avaient pas ces nouvelles, sauf par les maçons. Hein. Et le cinquième niveau, c'est les petites villes de province. Alors on prendra par exemple l'Indre ou même la Creuse, Guéret, Châteauroux, Issoudun, qui pouvaient avoir eu des histoires locales protestataires. Je prends la ville d'Issoudun, qui était une ville très républicaine sous la Commune, qui n'a pas proclamé de commune, mais qui a refusé d'envoyer par exemple une adressatière au moment du 18 mars, parce que toutes les villes de communes de France, de l'Inde, ont envoyé des adressatières pour le féliciter du fait de réagir contre l'insurrection. Eh bien, à Issoudun, il y avait les vignerons, les Maccabées, ce qu'on appelle les Maccabées. Et ces Maccabées, de tout temps, du Moyen-Âge, 1890, 1832, ils se sont toujours révoltés contre le pouvoir, contre les contributions indirectes. Donc, il y avait toute une ambiance de protestation qui rebondissait automatiquement sur l'esprit de la municipalité. Et puis, le dernier échelon, c'est nos échelons à nous, les échelons ruraux. Alors, les échelons ruraux, c'était très compliqué. Il y avait une misère énorme, une indigence énorme.
Il y avait un illettrisme énorme, même dans les conseils municipaux. La moitié des conseillers municipaux ne savaient ni lire ni écrire, hein, ils ne savaient pas signer. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait le poids des possédants. Dans l'Inde, c'est le poids des propriétaires terriens. Le pouvoir de Balzan à Châteauroux, par exemple. Hein. Le pouvoir des aristocrates. Il y avait un de Sabré à Saint-Sévère. Il y avait une quantité de nobles qui étaient dans les mairies à l'époque. Hein. Puisqu'à l'époque, les maires étaient nommés par le Napoléon III, puis après par le gouvernement de défense nationale. Hein. Et il y avait une richesse, des différences, des écarts importants entre chaque département. Une garde nationale essentiellement bourgeoise aussi. Le poids du clergé, énorme. Le poids des curés était énorme. Hein. C'est eux qui approuvaient l'installation d'instituteurs dans les écoles communales à l'époque. Hein. Ce qui faisait qu'il y avait des aides aux gratuités, il y avait des prestations en nature car les habitants ne pouvaient pas payer les impôts. Versailles a fait des informations systématiques par ses préfets. La peur du rouge, en disant que le rouge voulait récupérer les terres pour se les partager entre eux, ça c'était classique. Ou la peur du rouge en disant ils veulent reprendre la guerre et il y aura la conscription qui avait été abolie par la commune. Donc il y avait un retard gigantesque. Alors la commune ne s'est pas beaucoup penchée sur les problèmes de la campagne, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une marche ouvrière, urbaine. La campagne avait voté majoritairement en 1848 pour les députés conservateurs. En 1871, de février, la campagne avait voté pour des députés monarchistes. Donc un intérêt absolument nul pour la campagne, et c'était le grand échec de la commune. Pourtant, ils ont supprimé les traitements lucratifs, la commune de Paris, ça allait dans la conscription, ça allait dans le sens des intérêts de la campagne. Il y a eu quelques projets, ils devaient imposer les propriétés foncières, ils devaient baisser les impôts sur les petits cultivateurs, créer un crédit foncier bon marché. Ils ne l'ont pas fait. Ils devaient faire une taxe spéciale sur les responsables de guerre qui aurait montré qui avait provoqué cette guerre de 70. Ils devaient confisquer les biens de l'église. Ils ne l'ont pas fait non plus. Et surtout, ils ont maintenu, à Paris comme ailleurs, les droits d'octroi et les droits de contribution indirecte sur les boissons, les alcools, le tabac, qui grévaient le paysan pauvre. Il y a eu quelques tentatives. La plus connue, c'est celle d'André Léo, une intellectuelle qui a combattu sur les barricades, qui a fait un appel aux travailleurs des campagnes, qui a été 100 000 exemplaires. Certains ont dû arriver à Châteauroux, issus d'un Vierzon, puisqu'on a la preuve qu'un mandataire, quelqu'un les a amenés, mais beaucoup ont été confisqués. Paris a fait quelques appels, mais on retrouve par exemple ici un appel, c'est un appel aux grandes villes. On retrouve toujours le lien de Paris avec les grandes villes et non pas avec les campagnes. C'était au moment où la commune allait très mal. Donc c'est un échec complet, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait des passerelles certainement entre la commune et entre Paris et la province sur plein de sujets comme l'instruction, la laïcité. Moi j'ai vu des communes dans les registres de libération qui refusaient à l'époque un curé pour l'école communale. C'était drôlement courageux à l'époque, hein, donc il y avait des choses intéressantes. Troisième point, démocratique. Alors démocratique, je vais l'aborder par un point essentiel, c'est que la commune, dans sa déclaration du 19 avril, avait fait une phrase intéressante. La révolution communale a pour objectif de mettre en place une nouvelle politique expérimentale, positive et scientifique. Alors je vais l'évoquer essentiellement par les propositions, la façon dont les propositions remontaient de la base au sommet. Hein. Alors j'ai fait une petite affiche, elle n'est pas très bien faite, mais bon. Ça peut donner des idées pour aujourd'hui. On avait à la base des bases populaires. Hein. Les bases populaires, c'était soit des groupes, soit des individus. Au sommet, la commune, le conseil général de la commune, composé de 33 ouvriers, mais le reste, c'était des petits bourgeois, des intellectuels, des journalistes, des avocats. Hein. Il y avait un secrétariat de la commune, un bureau de la commune. Il y avait des commissions de la commune, et il y avait les élus de la commune. J'ai oublié une flèche, c'est celle qui va de là. Les bases populaires, elles faisaient remonter leurs revendications en passant directement par le secrétariat ou par les élus de leur arrondissement. Ça remontait jusqu'à la commune de Paris. Les élus faisaient remonter ce qui venait des bases populaires ou proposaient eux-mêmes des éléments à la commune de Paris. Et ces commissions, il y avait 9 commissions avec des délégués,
préparait les projets de décrets et d'arrêtés, et non pas de loi. Le mot loi a été proscrit, c'était un terme bourgeois. Faisait remonter les projets de décrets et d'arrêtés directement à la commune, ou en passant par le secrétariat et le bureau. La base jusqu'au sommet, et non pas le sommet jusqu'à la base. Donc c'était une démarche très particulière, ce qui explique que le foisonnement des idées a pu avoir lieu. De nombreuses propositions sont ainsi remontées jusqu'à la Commune de Paris, mais 72 jours, avec la guerre civile, vous vous rendez bien compte que c'était très difficile de mettre en place toutes les idées qui remontaient de la base, et qui n'ont pas toujours été écoutées. Alors il y avait des intermédiaires. Les intermédiaires, c'était ce qu'on retrouve maintenant dans la démocratie citoyenne. Dans les arrondissements et les quartiers, il y avait des boîtes, des casiers qui étaient posés pour que les gens puissent déposer des idées. L'Association internationale des travailleurs et les chambres syndicales proposaient aussi de faire remonter les propositions plus spécifiques à leur corporation. Et puis les journaux. Alors les journaux, c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure du lien qui n'a jamais été fait entre la commune et la paysannerie. Les journaux, eux, ont porté dans leurs articles le besoin de s'unir à la paysannerie. Alors j'ai apporté quelques exemples de journaux. On a par exemple ici le Tribun du Peuple, qui était le journal d'Auguste Blanqui. Auguste Blanqui n'a pas participé à la commune parce que dès le 17 mars, Thiers s'est empressé de le faire prisonnier dans le Tarn ou dans le Lot, je crois, dans le Lot. Il savait que s'il était présent à Paris, il aurait pu faire bouger les lignes. Un autre journal qui s'appelle Le Cri du Peuple, alors très connu. Avant le Second Empire, c'était le journal de Rochefort. Et durant la Commune de Paris, c'était le journal de Jules Vallès, voilà, le grand romancier de la Commune, combattant sur les barricades. Il y a plusieurs journaux qui sont vraiment intéressés aux démarches, aux propositions. Le Cri du Peuple, La Sociale, La Commune, c'est les journaux principaux, le Prolétaire, qui ont fait remonter les propositions de la base. Je me suis trompé. C'est La Patrie en danger qui était le journal de Blanqui. Excusez-moi, le Tribun du Peuple, c'est La Patrie en danger qui était le journal de Blanqui. Voilà. 70 journaux, une effervescence complète, et des publicistes qui mettaient la pression sur la Commune de Paris. Ensuite, les individus. Alors, la parole ouvrière, beaucoup de paroles sont remontées, alors dans des lettres avec beaucoup de fautes d'orthographe. Les gens ne savaient pas forcément lire et écrire. Qui commence « Je ne suis pas un savant, mais je voudrais vous parler de ce qu'il faut faire ». Et par exemple, d'autres qui reprochaient la faiblesse des membres du Conseil général de la commune, d'autres qui indiquaient qu'il fallait monter une école d'agriculture. Beaucoup de lettres de femmes, plus de 50% sont des lettres de femmes, des classes très populaires, qui demandaient qu'il y ait plus d'hommes au combat, qui demandaient qu'il y ait plus de femmes dans l'administration, parce qu'on va voir que si la commune, les femmes ont eu un rôle essentiel, les communards, certains étaient quelque peu réticents pour certaines fonctions. Ils demandaient des comités de citoyennes pour le secours aux blessés, parce que la commune refusait qu'elles aillent au combat, alors qu'elles demandaient. Et souvent, c'était des demandes alimentaires ou d'allocations, vu la misère énorme. La commune a assuré la solde des gardes nationaux que Thiers avait supprimée. C'était aussi une des provocations de Thiers. Il a supprimé le 1,50 franc des gardes nationaux juste avant le 18 mars, et il mettait à la rue, il mettait à la misère toutes les familles de Paris. Ensuite, des groupes. Alors, on va parler du rôle des femmes. Les femmes, très importantes. Au premier plan, elles n'avaient rien à perdre dans cette révolution-là. Elles ont fait beaucoup de propositions. Et pour la commission du travail, on va reparler. Et dans les commissions municipales. Les commissions municipales, c'est aussi un élément intéressant. Il y avait des commissions municipales dans chaque arrondissement qui émettaient des propositions qui faisaient remonter directement à la Commune de Paris. Les clubs, alors les clubs, elles existaient déjà sous le gouvernement de défense nationale. Les gens se réunissaient à l'époque dans des salles de fête, une grande salle de bal à l'époque, dans Paris, pour pousser le gouvernement de défense nationale. Sous la Commune, ça a continué, mais ce n'était plus les salles de bal, c'était les églises. Donc, durant la journée, les églises étaient rendues au culte. Et le soir, c'était les clubs. Et dans les chaires, c'était plus un curé, c'était des femmes, des hommes, du peuple, qui poussaient la commune dans des revendications sur les salaires, sur le ravitaillement, ou qui discutaient de sujets généraux. L'éducation, l'église, l'affranchissement du travail. Quelques éléments de démocratie maintenant plus généraux. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur tout.
Je vais donner les deux qui paraissent les plus novateurs par aspect. Concernant la démocratie directe, ça peut, tout ce que je vais dire peut coller à la réflexion aujourd'hui, puisque nous, on essaye toujours d'être en phase avec l'actualité et la modernité. Deux choses, éléments importants, il n'y avait qu'une seule assemblée. Donc elle était à la fois législative et exécutive. C'est-à-dire que ceux qui faisaient les lois les appliquaient et devaient les assumer. Par rapport au régime d'aujourd'hui ou au régime républicain d'aujourd'hui. Hein. Ensuite, le mandat impératif. Le mandat impératif, il a toujours été condamné par toutes les constitutions. Le principe, c'est que l'élu a un certain nombre, a un mandat précis de ses mandataires, non, de ses mandants, pardon, de ses mandants, je confonds toujours. Et s'il y a un point à l'ordre du jour qui n'est pas dans son mandat, il doit revenir devant ses mandataires pour redemander de quelle façon il doit voter. Alors ça ne s'est pas mis vraiment en place, mais c'était le principe de fonctionnement de la démocratie directe. Et ils étaient révocables. S'ils n'appliquaient pas leur mandat, ils étaient révocables. Il y a eu une fois, dans le 4e arrondissement, au mois de mai, où les élus se sont présentés devant leur mandant, voilà, devant leur mandant, et à qui les mandants leur ont redonné confiance, parce qu'il y a eu une scission de la commune qui est aussi une des explications de l'échec. Au niveau de la place des femmes, alors il y a une phrase de Vallès qui est drôlement intéressante, c'est sur les femmes, voilà ce qu'il a dit, Vallès, toujours Vallès. J'ai vu 3 révolutions, 1830, 1848 et puis 71, et pour la première fois, j'ai vu les femmes s'en mêler avec résolution, les femmes et les enfants. Il semble que cette révolution est précisément la leur, celle des femmes, qu'en la défendant, ils défendent leur propre avenir. Donc il faut bien mettre en avant surtout le fait que les femmes, ils ont mis en avant le fait qu'elles voulaient participer aux activités citoyennes, aux débats citoyens, et ne pas être marginalisées. Et aussi, de manière spécifique, on va voir à cette époque-là la création de la première organisation de femmes féministes, l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins blessés, avec Elisabeth Dimitrieff, et puis plein d'ouvrières du textile, et Nathalie Lemaine particulièrement. De l'autre côté, il y avait les comités de vigilance de femmes, dans lesquels se retrouvaient plus facilement les intellectuels, qui travaillaient plus sur l'éducation. Louise Michel se situait entre les deux. Louise Michel était anarchiste, hein. Elle n'aimait pas être chaperonnée. Donc elles ont obtenu beaucoup de droits, mais ces deux choses, la participation aux affaires, et le fait d'avoir des démarches propres, spécifiques, économiques, parce que le grand combat des femmes de la commune, c'était un combat économique, ne plus être dépendant des hommes et avoir du travail propre. Les droits civiques, le droit de vote, n'a jamais été revendiqué par les communards, contrairement à 1848. Sans émancipation économique, émancipation civile aussi, le droit au divorce, l'égalité de traitement, elles ne voyaient pas l'intérêt du droit de vote. La place des étrangers, on l'a vu tout à l'heure. Alors, Français était considéré comme étranger parce qu'il faisait partie de la République universelle et qui rendait service au pays. C'est l'internationalisme et l'universalisme de la commune. Elisabeth Dimitrieff était naturalisée française très rapidement. Et donc, il y a une intégration des étrangers sans recherche d'ascendance quelconque. Voilà. Sur le plan des arts et de la musique, les symboles, c'est l'architecture et, par exemple, les théâtres. C'est très peu connu, les théâtres, le principe des théâtres qu'on retrouve aujourd'hui. Ils ont été mis, le projet c'était de les mettre en association. Ils dépendaient d'un mécène, d'un directeur qui imposait les pièces, les choses. Le principe c'était en association avec un président qui a une liberté complètement de création. La même chose pour les arts, c'était la liberté de création autour de Gustave Courbet, le président de la Fédération des artistes de la commune. Et puis, alors, on a un exemple. Là, c'est l'exemple de l'ouverture de tous les musées de la ville, des galeries au public. L'ouverture, vous vous rendez compte, on a ouvert les musées, les galeries, les expositions au peuple qui a pu rentrer dans les salles royales, les salles de l'époque, comme aux Tuileries, où des concerts étaient organisés régulièrement. Et puis sur le plan de l'architecture, on n'en parle pas beaucoup de l'architecture, mais les communards avaient une démarche architecturale, changer complètement le cadre de vie, l'esthétisme, la beauté. Et on prend par exemple l'exemple ici, sur ce livre, d'Hector Moreau, qui avait l'idée d'un hôtel de ville avec des verrières. Alors ils avaient déjà des pensées très avancées d'architecture, j'insiste là-dessus parce qu'on en parle très très peu. Ils voulaient de la transparence, de la couleur, de la lumière, dans toute l'architecture de l'époque, des larges voies, des boulevards, des jardins, la suggestion de la crémation afin de transformer les cimetières en parcs et promenades.
Donc vous avez aussi une démarche. Alors ça a été demandé par les propositions. Il y avait une inégalité devant la mort. Hein. Donc les propositions qui remontaient, c'était plus de fosses communes et plus de classes d'enterrement. Il y avait 6 classes d'enterrement. Suivant qu'on était riche ou pas riche, on avait la première ou la 6e classe. Je ne dis pas la 6e classe, hein, c'était le wagon à bestiaux. Hein. Et donc l'architecture fait partie de ce qu'on appelle le luxe communal, vraiment changer complètement à la fois la société et le cadre de vie. Sur le plan de l'instruction et de la laïcité, on a la séparation de l'Église et de l'État. L'école gratuite laïque et obligatoire, bien avant les lois de Jules Ferry. Hein. La laïcisation, alors, ça paraît un petit peu déplacé aujourd'hui, quoique, mais à l'époque, c'était vraiment le grand combat, décléricaliser, laïciser, tant les écoles que le personnel. Hein. Alors, 2 choses peut-être novatrices, c'était l'enseignement intégral, la tête et les mains, et l'enseignement professionnel, et surtout l'enseignement pour les filles. Avec une commission d'enseignement des filles, on va retrouver des femmes dedans, comme Anne Jacquelard ou Marie Verdure. Pour la justice, en quelques mots, c'est novateur aussi, la gratuité de tous les actes, et puis l'élection des magistrats, l'élection. On vient au dernier plan, c'est l'histoire sociale. On va prendre quelques éléments de l'histoire sociale. Il y a eu une grande œuvre sociale, il y a eu des prémices. Hein. Il faut aussi bien être très objectif. La commune n'a pu faire en 72 jours que les prémices de certaines choses, sans aller aussi loin. La pensée socialiste, marxiste n'était pas avancée encore. Et donc, il n'y avait pas encore de projection sur un avenir. Je rappelle aussi que c'est une époque de basculement de concentration ouvrière. Les révolutions du XXe siècle se feront dans un monde de prolétariat énorme. Ça ne sera pas le cas à cette époque-là. Sur le plan du travail, il y a une phrase de Léo Frankel, le délégué hongrois à la commission du travail, qui a été à l'écoute des femmes, de Nathalie Lemel, d'Elisabeth Dmitriev. Il a dit « La révolution du 18 mars a été faite exclusivement pour la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, je ne vois pas la raison d'être de la commune. » Plusieurs choses ont été faites et la commune s'est surtout concentrée sur le droit du travail. 48, c'était le droit au travail, droit du travail. On va retrouver quelques éléments qui peuvent résonner aujourd'hui, je pense. Des salaires justes, l'interdiction du cumul des mandats, le plafonnement, 6 000 francs, pas plus par chaque fonctionnaire, hein. L'invention du salaire minimum dans les marchés publics, du salaire minimum, la suppression de l'amende pour les boulangers, on a par exemple une affiche qui l'indique, le travail de nuit est supprimé pour le travail de nuit, hein. Gisement des ouvriers boulangers. Il faut savoir que Léo Frankel, quand on lui a demandé, ben oui, mais vous intervenez sur le plan de la propriété individuelle, puisqu'il y avait une démarche de propriété individuelle. Hein. Il a dit simplement, quand une mesure est bonne pour les ouvriers, je ne m'occupe pas de la vie des patrons. Donc c'est intéressant aussi. Une politique de production par association ouvrière, avec les chambres syndicales. Alors ils ont fait fonctionner, comme l'atelier du Louvre, ils ont fait fonctionner ça en autogestion, sans directeur, avec un cycle tournant de responsables. Des ateliers coopératifs féminins. Et puis sur la politique financière, le crédit mutuel et le prêt. Pareil. Donc voilà un ensemble d'éléments. Alors le décret du 16 avril qui rejoint un peu une démarche vraiment socialiste, c'est le décret où il y a eu réquisition des ateliers abandonnés par les bourgeois qu'on fuit à Versailles, récupération par la commission du travail, donnée aux chambres syndicales, qui le confiaient ensuite à des associations ouvrières de production. Donc c'était quelque part une réappropriation collective d'une propriétation individuelle, avec indemnité quand même aux patrons s'y revenaient. Hein. Mais bon, il faut se replacer par rapport à l'époque, toujours par rapport à l'époque. Par rapport au social, j'insisterai sur 2 points qu'on n'évoque pas souvent, c'est l'assistance publique, hein, les hôpitaux, la santé publique, et puis les crèches aussi, hein, on n'en parle pas souvent. A été nommé Camille Treillard à l'assistance publique en 1871, et c'était un proscrit de 1851. La première chose qu'il dit, il dit « L'esprit politique doit être banni de l'hôpital pour y laisser seul l'esprit de dévouement et de solidarité ». Là aussi, c'était un gros travail de laïcisation. Le gros problème qu'a eu la commune, tant dans les écoles que dans les hôpitaux, c'est que ceux qui faisaient l'école ou qui tenaient les hôpitaux, c'était des religieuses qui assuraient les soins.
Ils n'ont pas eu le temps de former un personnel infirmier ou un personnel éducatif suffisamment compétent. Ils en ont mis en place, mais ils n'avaient pas suffisamment en nombre. Donc ils étaient obligés de continuer avec les religieuses de travailler qui le faisaient plus ou moins bien, et plus ou moins avec bon gré d'ailleurs. Ils ont modifié le nom des salles d'hôpitaux. Il y avait des saints partout. Ils ont mis des noms, la salle Blanqui, la salle Barbès, la salle Raspail, enfin les noms de révolutionnaires. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, ils ont décléricalisé les cérémonies funéraires qui devenaient des cérémonies dignes. En ce qui concerne l'assistance communale, voilà ce que dit Treillard. Elle ne devra plus être considérée à l'avenir comme une aumône. C'est un devoir pour nous, mandataires du peuple, de soulager sa misère, de soutenir son ouvrage par nos efforts persévérants. Ça rejoint la déclaration des droits du citoyen de 1793 de Robespierre, qui assurait le droit du travail et le droit au travail et aussi l'assistance ou le secours systématiquement pour toute personne dans la difficulté. Alors la grande chose qu'ils ont faite, c'est qu'avant, il y avait des bureaux de bienfaisance, on le retrouve dans toutes les communes, hein, qui étaient tenus par les bourgeoises locales, par le curé, hein, c'était de la charité, des aumônes, ils venaient, et on ne donnait qu'à ceux qui allaient à la messe, hein, c'est clairement dit d'ailleurs. Hein. Ils ont mis en place des bureaux d'assistance dans chaque arrondissement, où ils ont fourni, ils ont mis en place des marmites, des restaurants coopératifs, des coopératives alimentaires, des cantines municipales. En ce qui concerne l'aide à l'instruction, on est toujours dans l'aide sociale, on dépasse l'instruction, c'est l'aide sociale. Fourniture gratuite dans beaucoup d'arrondissements, à l'initiative des arrondissements qui avaient une grande liberté d'action. Hein. Des ateliers écoles pour les travaux des femmes, des écoles professionnelles pour les jeunes filles, on l'a vu. Alors, des cours aussi, des cours d'adultes. Hein. Je retrouve dans les registres de délibération, avant la chute de l'Empire, dans beaucoup de communes rurales, des cours d'adultes qui sont mis en place après 1866-1870. Il faut dire que le Second Empire s'est rendu compte que l'illettrisme, bon, ça avait un bon côté, ça permettait aux gens de ne pas réfléchir, mais d'un autre côté, ça ne faisait pas avancer forcément les usines, le travail, il fallait aussi des compétences. Hein. Donc des cours d'adultes se sont mis en place, souvent pris en place par les instituteurs communaux. Hein. Donc il y a eu des cours publics à la Sorbonne par des grosses élites, des grosses têtes qui avaient pris parti pour la Commune de Paris, des grands architectes. Hein. Dans la salle Molière, on en retrouve, on a un exemple ici par exemple, j'en cite un, la salle Molière. Tac. Salle Molière, réunion politique, la Commune de Paris, son rôle, son attribution, mais aussi M. Charles Lucas, architecte, membre de la Société des architectes, donnerait une conférence sur le sujet La Cité. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Des causeries sur l'éducation, hein, par exemple une causerie sur l'égalité des époux dans la loi, devant la loi et devant la morale. Et puis dans les clubs, on mettait en place des discussions au niveau des sujets d'actualité, surtout d'égalité entre les sexes par exemple. Deux autres éléments pas souvent mis en avant, ce sont les orphelinats. Alors avant, les enfants abandonnés étaient laissés dans des maisons immondes souvent, hein, tenues par des religieuses qui n'en tenaient pas bien compte. Hein. Il y avait donc une maison des orphelins, par exemple, est montée dans le 3e arrondissement. Il faut dire que les gardes nationaux ont payé très cher leur combat pour la Commune de Paris. Donc tous les enfants des gardes nationaux morts ont été mis dans cette maison d'orphelinat avec des soins, avec une instruction normale, avec des professeurs indépendants. Ils faisaient la différence entre ceux qui faisaient l'instruction des enfants abandonnés et ceux qui apportaient des soins à ces enfants abandonnés, toujours les compétences. Hein. Les crèches. Alors les crèches, c'est intéressant, les crèches, parce qu'il y a un ami de l'Indre qui s'en est occupé. Hein, il s'appelait Charles-Élie Ducoudray. Il était originaire d'Issoudun. Il a été maire dans le 14e arrondissement entre le 9 septembre et le 8 octobre 1870. Il était membre de la Société de l'éducation nouvelle. C'est une des nombreuses sociétés qui se sont montées avant la chute de l'Empire pour déjà faire foisonner toutes les idées au niveau de l'éducation. Il a rencontré là Marie Verdure, par exemple. C'était la fille d'un communard, d'un membre de la commune. Hein. Et il s'est très intéressé aux écoles. Déjà, dans son arrondissement, il a ouvert des écoles laïques à l'époque. Hein. C'était déjà 3. Certaines ont été converties en hôpitaux. Et ils ont créé sous la commune la Société des Amis de l'Enseignement qui avait pour but de pousser à la roue la délégation à l'enseignement qui était donc dirigée par Édouard Vaillant, un très grand communard, une grande figure de la commune et du socialisme, hein, et qui était à l'écoute de toutes ces sociétés. Et ils ont essayé de relancer l'idée des crèches. Pourquoi? Parce que les crèches, on appelait ça des salles d'asile à l'époque. Hein. Les salles d'asile, c'était l'accueil des tout-petits, mais dans des conditions un petit peu déplorables. Hein. La mère n'allaitait pas, on confiait souvent l'enfant à la campagne pour les gens riches. Enfin bref, pour les pauvres, il n'y avait pas de possibilité. Les maisons de secours
ne correspondaient pas, les primes données aux filles mères n'étaient insuffisantes. Alors, il a voulu remettre les crèches qui existaient déjà à l'époque, mais en place, en sachant que c'était pour lui un système transitoire. Il voyait une chose beaucoup plus générale, beaucoup plus large. Il a repris les idées un peu de Fourier, qui c'était des communautés. Alors, il avait donc ces crèches, voilà ce qu'il préconisait. Les modifications suivantes, c'est intéressant. Dans les locaux, il voulait des locaux disséminés dans les quartiers ouvriers, à proximité des grandes usines, avec 4 pièces et un jardin. Chaque local devait recevoir 100 enfants. Une pièce était réservée aux nourrissons, une aux poupons, une 3e salle de jeu, salle à manger. Dans chaque pièce, ils énumèrent les objets, le matériel, les berceaux garnis de rideaux blancs, beaucoup de couleurs, toujours on retrouve l'architecture, une table de fait, une galerie à double appui pour la table, une salle de jeu avec tout ce qui peut amuser les enfants, l'ennui est leur plus grande maladie, un noir, un jardin, et alors le personnel de règlement, il était très à la page par rapport peut-être aux conditions d'aujourd'hui. Il prévoyait 10 personnes pour 100 ou moins de 100 enfants, une directrice, 4 femmes pour les nourrissons, 3 pour les poupons, une pour la cuisine, une pour la lingerie, et aussi toutes ces fonctions remplies à tour de rôle, pour que chaque personne se remotive à chaque fois, hein, pour pas avoir le même labeur, avoir des personnes jeunes aussi, pour que ce soit gai, et bien un costume clair, pas sombre. Et en plus, un médecin et un pharmacien désignés pour l'autorité civile afin d'empêcher de suivre les enfants. Donc c'était déjà une démarche très avant-gardiste. Hein. Un petit mot sur Charles Ducoudray d'Issoudun. Il a été arrêté, il a été relâché, mais il s'est rendu à nouveau parce que son beau-père, Auguste Verdure, avait été arrêté. C'est un petit peu comme Louise Michel qui avait été arrêté, qui s'était cachée, qui s'est constituée prisonnière quand elle a su que sa mère avait été arrêtée. Hein, et il est mort 5 jours après son mariage à Versailles, le 13 novembre 1971, avec Marie Verdure, dans la cellule de Théophile Ferré. Son frère, Félix Ducoudray, qui était sénateur de la Nièvre, a aussi participé à cette brèche. Voilà, je terminerai sur simplement une conclusion générale. Au-delà des décrets, des arrêtés, de l'œuvre de la commune, il y a eu ce qu'on appelle, qui apparaît dans le manifeste de la Fédération des artistes, l'idée de luxe communal. Luxe communal, c'est l'esprit qui filtre dans l'œuvre de la commune de ce qu'elle avait de plus subversif, de plus fécond, ce qu'elle a pu faire ou pas faire, ce qu'elle a pensé et pas fait forcément. Beaucoup de communards, un certain nombre de communards qui sont revenus après l'amnistie ou qui auraient pu revenir ne sont pas revenus parce qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout dans cette république bourgeoise, conservatrice, loin de ce qu'ils pensaient et ce qu'ils avaient imaginé. Le plus connu, c'est le grand géographe, l'immense géographe Élisée Reclus, qui est encore reconnu aujourd'hui dans le monde de la géographie, anarchiste, écologiste, athée, enfin bref, il avait tout pour lui. Et il a été arrêté, il a été déporté. Il faut savoir que les communards de Versailles, ils ont été déportés dans un premier temps sur les ports de l'Atlantique avant d'avoir des procès. Ils ont été déportés dans des wagons à bestiaux, comme les déportés de la guerre de 44-45. Il fait un récit effroyable de son wagon à bestiaux. Il a été sauvé par une campagne internationale des élites scientifiques anglo-saxons qui l'ont libéré. Il n'est jamais revenu en France, il a refusé par rapport à ce qu'il a vu. Le luxe communal, quelque part, c'était le droit pour tous de vivre dans un monde où chacun aurait sa part du meilleur. C'était tout simple. La Fédération des artistes l'a stipulé dans sa manifeste. Le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal, aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle. Donc c'était bien plus que ce qu'ils ont fait, bien plus que ce qu'ils ont pu penser. Ça allait au-delà, c'était une République universelle, l'internationalisme. On a vu l'instruction, les mains et la tête en même temps, une culture commune pour tous pour limiter les tensions sociales, la revendication de la propriété artistique, ça c'est très important pour l'époque, et puis la transformation esthétique par l'architecture. Donc c'était quelque part un imaginaire républicain très émancipateur autour de l'art, de l'écologie. Ils avaient une grande référence par rapport à protéger la nature déjà à l'époque. Hein. L'internationalisme et la solidarité, tout en sachant qu'ils n'ont pas pu s'unir avec la campagne. Il ne faut pas en faire un mythe, il faut étudier la commune d'une manière critique. C'est ce que nous faisons au comité Berrichon particulièrement. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'ils ont pu faire, pas faire. Ils ont été poussés par la base, ils n'ont pas suivi la base sur beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc il faut une analyse critique, politique, sociale, pour avoir une pensée
objectif de son histoire, pour pas remettre en cause ce qui a été bien, mais aussi avoir une vision critique, je répète, dans l'histoire. Et puis sa modernité, son actualité aujourd'hui, par rapport aux problèmes de démocratie, de vie citoyenne, de participation des femmes, puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Les communards étaient absolument contre la prostitution, par exemple. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.